Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence virtuelle présentée par les éditions du Septentrion, la Société historique de Montréal et la Société historique de Québec en collaboration avec Radio Galilée. Vous me reconnaissez, Alex Tremblay-Lamarche, et je suis très heureux aujourd'hui d'être avec vous en compagnie de Pierrette Lafont. Bonjour Pierrette. Bonjour. Pour une conférence intitulée Censure et liberté d'expression, la perpétuelle dynamique mutante des livres mis à l'index. Donc, c'est un entretien dans lequel nous aborderons aujourd'hui toute la question de la censure, de l'index et, bon, d'un exemple particulièrement intéressant de censure, celui de l'enfer du Séminaire de Québec. On y reviendra. Et avant d'aller plus loin, je vous présente brièvement notre invitée du jour, Pierrette Lafont. Pierrette Lafont est ethnomusicologue. Elle est diplômée de l'Université Laval. Elle a travaillé longtemps au Musée de la Civilisation comme responsable des services de documentation et d'édition. Elle s'est penchée en particulier sur la question de la diffusion du livre ancien et de la bibliothèque du Séminaire de Québec. Elle a publié de nombreux articles à ce sujet. Et un livre, un petit bijou de livre que vous voyez ici à l'écran, Promenade en enfer, les livres du Séminaire de Québec, les livres à l'index de la Bibliothèque historique du Séminaire de Québec, un livre très bien illustré dans lequel on a beaucoup de plaisir à découvrir ces livres interdits et sur lesquels on va se pencher aujourd'hui. Et donc, question avec laquelle on aime bien commencer, Pierrette, pour être capable d'en savoir un petit peu plus sur vous, avant d'en savoir un peu plus sur le sujet qui nous intéresse. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à la censure et à l'index? En fait, c'est un concours de circonstances. Depuis toujours, je suis fascinée par l'univers du livre. J'ai d'ailleurs choisi d'en faire mon métier. Et en 1995, lorsque le Musée de la Civilisation, où j'ai travaillé pendant plusieurs années, effectivement, a eu la responsabilité de la gestion des collections du Séminaire de Québec, j'ai eu, à cause du mandat que j'avais au centre de documentation, à faire pendant un certain temps la référence des livres anciens. J'ai donc, à ce moment-là, découvert cette fabuleuse bibliothèque du Séminaire de Québec. Ça a été un coup de foudre instantané. Et par le fait même, je suis entrée en contact avec l'imposant corpus des livres à l'index qu'on y retrouvait. J'étais très étonnée parce que je ne croyais pas que de tels corpus existaient encore. Et ben, ces livres-là, justement, avant d'aller plus loin aussi, bon, ils ont été mis à l'index, mais qu'est-ce qu'on entend par l'index? Qu'est-ce que c'est plus précisément et à quand est-ce que ça remonte? En fait, le terme index réfère à Index Librorum Prohibitorum, qui est en fait, en français, la liste des livres qui sont interdits. Et c'est la liste donc, des livres qui sont proscrits par Vatican parce qu'on les considère contraires à la morale ou à la doctrine catholique. Et la constitution de cette liste, de cet index des livres interdits, est placée sur la responsabilité de la Sacrée Congrégation de l'Index, qui a été mise sur pied au 16e siècle à la suite du Concile de Trente. C'était donc sa responsabilité de colliger les livres qu'on jugeait dangereux. Et le premier élan a été l'idée, la volonté de contrer la réforme protestante qui avait cours à ce moment-là. Et donc, les mauvais livres, dans un premier temps, ce sont vraiment bon, des livres qui peuvent promouvoir le protestantisme. Oui, au départ. Mais l'index a évolué avec le temps. Il y a eu plusieurs éditions qui ont été et plusieurs mises à jour. Et les livres au contenu jugé dangereux vont dépasser le cadre simplement doctrinal. On va retrouver là des ouvrages de philosophie, des ouvrages de littérature, même des ouvrages techniques et scientifiques. Des exemples? L'encyclopédie Diderot et d'Alembert, qui est le chef-d'œuvre des Ouais. Lumières, dont l'idée est de mettre en livre et d'illustrer toutes les sciences et les techniques qui sont connues, va être mis à l'index à cause de certains articles qu'on y retrouve, notamment rédigés par Diderot ou par Voltaire. Et dans le tableau qui fait l'ensemble des connaissances dans le premier tome de l'encyclopédie, on remarque que Diderot d'Alembert ont placé la religion au niveau des superstitions.
Hi! Alors déjà, pour l'Église, Ouais. c'était, une confrontation avec une toute autre vision du monde. Mais là, l'index, comment est-ce que ça fonctionne plus spécifiquement? On a effectivement la congrégation au Vatican qui va dire que tel livre doit être interdit, tel livre est permis. Mais une fois que le livre est interdit, comment est-ce que justement ça descend jusqu'au lecteur, si je peux m'exprimer En fait, ça ici? ne descend c'est pas supposé descendre Ouais. jusqu'au lecteur. Lorsqu'il y a un cas, pour un livre, parce que ce sont finalement l'ensemble des diocèses, l'ensemble du clergé qui va surveiller, chacun dans leur pays, chacun dans leur juridiction, chacun dans leur diocèse, les livres qui sont interdits. Il y a donc tout un système, tout un cadre de surveillance au niveau de l'application de la censure. Et lorsqu'il y a un cas qui est jugé important, il y a un dossier qui est transmis à la congrégation de l'index qui va prendre le temps de l'étudier, de l'analyser et ensuite de porter un jugement. Habituellement, quand ça se rend jusque-là, c'est que l'affaire est déjà considérée comme étant hautement suspicieuse, dangereuse et il y a une interdiction qui est faite. Il y a certains ouvrages qui sont publiés et quelques semaines après, on va les retrouver mis à l'index, même s'ils sont des succès de librairie. Je pense par exemple à Ernest Renan, qui au milieu Mmh. du 19e a écrit une histoire de la vie de Jésus, où il va sortir le personnage du contexte religieux pour s'attarder davantage à toute l'histoire de cet homme dans un pays occupé par les Romains. Et cet ouvrage-là va connaître une fulgurante, un succès extraordinaire, plusieurs rééditions, mais va être quand même condamné immédiatement par l'Église catholique. Et qu'est-ce qui se passe dans un cas comme ça? Est-ce qu'au final, ben, c'est idéal pour les ventes ou est-ce qu'effectivement ça stoppe net les ventes? Aussitôt qu'un livre est mis à l'index, il y a un succès, un intérêt, une curiosité Mmh. qui est suscitée et les éditeurs avaient coutume de dire les presses vont rouler. Et le phénomène est d'autant plus intéressant, c'est que chaque évêque dans son diocèse a juridiction sur son diocèse et non pas sur celui d'à côté. Alors, si l'évêque, par exemple, de Québec interdit un ouvrage dans le diocèse de Québec, il n'est pas nécessairement interdit dans celui de Montréal ou celui de Trois-Rivières. Alors, il y a là donc un intérêt qui va se faire au niveau de certains titres qui vont devenir des succès et qui vont quelquefois se vendre sous le couvert, mais qui auront un succès réel. Ouais. Il y a toujours des moyens de détourner la censure. La censure, à quelque part, ce n'est pas tout blanc, tout noir, malgré tous les efforts de l'Église catholique. C'est une infinie de zones de cris. Et justement, bon, on parle de censure, on parle d'index. Est-ce que l'index, c'est la seule façon qu'on avait, qu'on utilisait pour censurer ou est-ce qu'il y avait d'autres façons de censurer à l'époque? Bien, lorsqu'on regarde l'histoire de la censure, on s'aperçoit que oui, il y a l'inscription à l'index officiel de Rome. Mais il y a également d'autres moyens, des emprisonnements qui seront faits, des autodafés. On va brûler des livres en quantité incroyable. Pour le pouvoir séculier à l'époque, sous l'Ancien Régime, par exemple, un des contrôles du livre va être d'imposer le privilège du roi qui garantit pendant quelques années un privilège à l'éditeur, ce qui est une bonne chose commercialement pour lui, mais qui va également permettre au pouvoir séculier de savoir qui publie quoi. Mmh. La pratique est la même au niveau des livres. Ça, c'est l'imprimature alors que l'on va imposer pour s'assurer qu'un livre est conforme soit au dogme ou soit à la morale catholique. Alors, on va voir certains ouvrages anciens qui ont d'une part le privilège du roi et de l'autre côté l'imprimature. Il y a aussi, évidemment, le clergé qui va dénoncer régulièrement en chaire et souvent de façon très spectaculaire les livres qui sont jugés dangereux ou encore qui va écrire, qui va faire des proclamations ou encore qui vont faire des avertissements dans les journaux ecclésiastiques. Alors, il y a toute une gamme, finalement, de moyens qui sont mis autres que la liste officielle. Et à l'époque moderne, pour aider justement les gens qui vont appliquer la censure, il y a des ouvrages qui sont constitués, le plus célèbre étant probablement celui-ci, le roman
à lire et à proscrire que l'abbé Louis Bethléem va publier. Et cet ouvrage-là va devenir la Bible de tous les censeurs et il va également être un best-seller absolument hallucinant. Vers les années 1930, c'est plus de 100 000 copies qui auront été vendues dans tout l'univers catholique. Alors, l'abbé Bethléem va faire des catégories dans son ouvrage et il va commencer par les romans à proscrire en vertu des règles de l'index. Alors, les auteurs et les livres qu'il ne faut pas lire et pourquoi. Et ainsi de suite par catégorie. Ceux qui sont pour un public averti ou ceux qui sont permis de lire. Alors, on peut comprendre qu'avec cet ouvrage-là, l'intérêt sur les livres interdits a un focus qui est encore plus grand. Parce qu'au final, ben, ça donne une liste de un peu tous les livres qu'il ne faut pas lire et donc ça leur fait une publicité par la bande. Il y a sûrement des collectionneurs de livres qui sont censurés qui vont utiliser le livre de l'abbé Bethléem pour aller chercher des ouvrages qui sont d'intérêt plus spécifique, par exemple. Et donc, l'index, paradoxalement, ben, crée à la fois une censure, mais Oui. aussi une publicité. L'index, justement, ben, interdit certains ouvrages, mais en contrepartie, ben, mousse la vente dans une certaine mesure sous le couvert. Oui, sous le couvert de toujours protéger la morale et la doctrine catholique. Pour la doctrine catholique, il est certain que toutes les interprétations des Saintes Écritures, toutes les interprétations de la Bible, par exemple, sont très étroitement contrôlées. Pour ce qui est de la morale, là, on peut parler des ouvrages de littérature et Mhm. autres, l'ouvrage philosophique, par exemple, il y aura un marché absolument incroyable qui va contourner la censure. On va utiliser une panoplie de moyens. Par exemple, on va publier les livres anonymement. On va les publier sous des pseudonymes. Voltaire avait à peu près 19 noms d'emprunt pour publier ses ouvrages et il se plaisait à en mettre un peu ici et là. Le dictionnaire philosophique portatif est publié anonymement. On va également faire des fausses adresses bibliographiques. La plus célèbre étant celle de Pierre Marteau. Pierre Marteau a imprimé, a diffusé énormément d'ouvrages. Je trouve que Pierre Marteau n'a jamais existé. C'est un nom d'un imprimeur-éditeur qui est fictif. Il y aura également aussi tout un marché, un commerce au niveau du colportage où les gens iront de place en place en offrant évidemment certains titres qui sont défendus de lire. Et il y aura au niveau de l'édition, ce que moi j'appelle le croissant de la clandestinité qui entoure la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse. Et les auteurs, sachant par exemple que leur livre sera interdit ou mis à l'index ou qu'il y aura des problèmes avec des éditeurs un Mhm. peu plus pointilleux sur la chose, vont aller faire imprimer leurs livres ailleurs. Rousseau faisait imprimer ses livres régulièrement à Genève. Mm. Alors, et il y a aussi les imprimeurs de ce pays-là qui vont en profiter, qui vont donc imprimer sans aucun droit. Bon, le droit d'auteur n'existe pas à l'époque. Et de façon rapide, et même la facture laisse à désirer certains ouvrages pour les diffuser en masse dans le marché français. Des petits ouvrages faits très vite, je pense à Les Elsevier, par exemple, qui étaient aux Pays-Bas. Et les ouvrages se vendent pas cher parce qu'ils sont faits rapidement. Mais c'est déjà un autre moyen de profiter de ces interdits-là qui touchent le livre et d'en profiter. Et si on se transporte de ce côté-ci de l'Atlantique, comment est-ce que la censure va prendre forme dans le couloir laurentien, bon, à l'époque de la Nouvelle-France? Au niveau de la Nouvelle-France, si on prend par exemple toute l'époque avant la conquête, les livres sont chers. Les livres sont transportés Mmh. par bateau. Il n'y a pas d'imprimerie en Nouvelle-France. Alors, le contrôle se fait quand même relativement bien parce qu'il faut être quand même bien nanti pour pouvoir accéder aux livres. Il y a cependant un épisode d'autodafé qui est relaté dans les relations des Jésuites et qui concerne l'anticoton.
C'est un ouvrage qu'on a dans la collection du Séminaire de Québec et qui, Mmh. étrangement, n'est pas classé avec les livres anciens. Et l'anticoton est un brûlot qui a été fait suite à l'assassinat d'Henri IV, où on va accuser les Jésuites d'avoir comploté et participé à ce régicide. Alors, ce que le père Lallemand nous raconte dans les relations de 1625, je crois, enfin, c'est que le livre, ils l'ont eu entre les mains, il a circulé de chambre en chambre pour ensuite être brûlé après quelque temps. Donc, c'est le premier autodafé finalement, de l'histoire de la censure ici au Québec, en Nouvelle-France. Il faudra attendre après, la conquête, après l'installation de la première imprimerie de Barnum Gilmore, de voir des gens comme Fleury Misplet, par exemple, qui Ouais. aura maille à partir avec, la justice tant séculière que, ecclésiastique, pour voir certaines actions qui vont être entreprises et de façon plus concrète sur la censure au Québec. Et ben, est-ce que les évêques se mêlent déjà à cette époque-là aussi de ce qu'on a le droit de faire, de ce qu'on n'a pas le droit de faire? Je pense notamment, bon, à Monseigneur de Saint-Vallier qui avait peu apprécié que le gouverneur Frontenac veuille monter le Tartuffe. Oui, ça, de ce côté-là aussi, il y a toujours des interventions des évêques. Un peu avant lui, François de Laval s'était objecté de façon systématique à la venue des Huguenots français. Quoi qu'on retrouve dans l'enfer du Séminaire de Québec, beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits par des auteurs huguenots, et on sait maintenant qu'il y avait eu, notamment à l'île d'Orléans, certains refuges huguenots. Euh, par certains documents d'archives qu'on va retrouver, malgré l'opposition de Monseigneur de Laval. Mais effectivement, les évêques ont pris une part extrêmement active, davantage au 19e siècle, pour contrer et imposer une censure punitive extrêmement sévère. Parce que oui, effectivement, bon, à partir du moment où le 19e siècle arrive, bon, on a des presses au Québec, on a également, bon, un livre qui se démocratise tranquillement, qui n'est Oui. plus seulement le fait d'une élite, mais qui devient, bon, le fait, bon, d'une élite, puis, bon, je dirais d'une classe moyenne aisée également. Et, bon, justement, comment est-ce que l'index s'adapte au Québec et, bon, aussi en Europe face à cette démocratisation du livre et aussi cette multiplication des auteurs, des journaux au 19e siècle? L'Église va tenter, par plusieurs moyens, de mettre un cadre sensorial, mais l'Église ne peut contrôler que ce qui est contrôlable. Et l'Église va sentir à un certain point que tout l'univers de l'écrit, elle n'a plus le contrôle qu'elle avait autrefois. Il y a certains cas de censure, par exemple au Québec, qui ont été faits de manière extrêmement drastique. Les évêques ont joué un rôle prépondérant à ce niveau-là. Je pense par exemple à Monseigneur Bourget à Montréal, avec Mhm. l'Institut canadien de Montréal. C'est dramatique, tout cet épisode-là de notre histoire. Je sais que vous avez une conférence Ouais. qui va porter sur l'affaire Guibord bientôt, qui va être sûrement passionnante. Alors, j'en dirai pas beaucoup sur les démêlés de l'Institut canadien avec Monseigneur Bourget. On pourra parler, par exemple, de l'action sensoriale de Monseigneur Bruchesi, qui est aussi évêque de Montréal, davantage donc sur le terrain littéraire où il va pister, où il va faire des mises en censure extrêmement sévères pour certains auteurs. Et à l'époque, la littérature était beaucoup diffusée en feuilleton dans les journaux. Mhm. Et lorsqu'un journal publiait un ouvrage qui était jugé aux mœurs contraires à la morale de l'Église, le journal également était puni. Alors, j'ai comme exemple Marie Calumet en 1904 de Rodolphe Girard qui va être congédié suite au démêlé qu'il aura avec l'Église. Et Marie Calumet, paraît dans la Semaine religieuse. Et le journal aussi va porter l'odieux de cette mise à l'index. Il y a le fameux chapitre des foins de l'Asquin d'Albert Laberge, où on folâtre un peu trop. Et encore là, l'action sensorielle de Monseigneur Bruchesi va être radicale. Il paraît également en fascicule dans un journal. Il y aura une condamnation de l'auteur. Il y aura une condamnation du journal en chair. Donc, il y a toute cette formalité que prend cette application de la censure. Et on aura donc une interdiction au public
de collaborer, d'acheter, de vendre ou de garder le journal. Et c'est la mort du journal. Et ça se passe en 1909. On a ici à Québec, un peu plus récemment, dans les années 30, cet ouvrage que j'ai dans ma collection, qui Ah est le oui. fameux Les demi-civilisés de Jean-Charles Harvey, qui est publié en 1934. Jean-Charles Harvey, il travaille déjà au Journal Le Soleil. Mhm. C'est un journaliste, c'est un écrivain. Il fait de la radio également. Et ça, moins d'un mois après l'apparition de cet ouvrage-là, Monseigneur Villeneuve va donc mettre cet ouvrage à l'index. Harvey devra se rétracter, il perdra son emploi, il devra à un moment donné même s'exiler et partir de Québec avec armes et bagages, avec ses 6 enfants. Et il va un peu plus tard fonder le journal Le Jour. Cet ouvrage-là, dans sa réédition, a été finalement un titre important de la Révolution tranquille. Et dans cette édition, Harvey a été appelé à faire la préface. C'est intéressant de voir comment il raconte cet incident qui a été dramatique pour lui et comment il analyse là, cette mise en censure du cardinal. Et ben là, on parle de quelques ouvrages québécois qui ont été mis à l'index. Avez-vous l'impression que le clergé québécois a été peut-être plus prompt à mettre des livres à l'index que le clergé européen? Au final, bon, ça s'équivalait. Non, Est-ce qu'on avait beaucoup de livres mis à l'index au Québec ou bon, c'est assez anecdotique au final? En fait, non, ce n'est pas. Il y en a beaucoup. Il y a eu énormément d'interventions du clergé, tant au niveau de la littérature et plus tard au niveau même du cinéma. Je vous référerai à cet ouvrage qui est le Oui. dictionnaire de la censure au Québec. C'est quand même une brique où on va relater simplement dans les champs de la littérature et du cinéma les actes de censure qu'il y aura au fil du temps. Il y a eu pendant un certain temps, au niveau de la censure au Québec, on peut remarquer comme 2 époques. Une époque où il y aura une censure punitive, extrêmement agressive, et on veut frapper les esprits, on veut frapper les imaginaires. Et ensuite, ce sera suivi par une période de censure prescriptive. Parce que punir, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup aussi d'intervention. C'est aussi une énergie négative Ouais. qui est diffusée dans la population qui, de façon générale, va accepter et va même appuyer toutes les démarches de censure du clergé. On va donc aller vers cette censure prescriptive, par exemple en fondant des associations catholiques, en fondant des journaux ecclésiastiques, en fondant des clubs de lecture, l'œuvre des bons livres, par C'est un exemple. tournant qui se fait quand, ça? Ça se fait au milieu du 19e, fin du 19e et beaucoup, beaucoup, beaucoup au 20e. Les syndicats catholiques vont encadrer également les fidèles, où il y aura des prescriptions pour encourager plutôt que finalement punir de façon aussi importante. Mmh. Et vous en avez parlé tout à l'heure un petit peu, bon, de la diffusion de ces livres-là mis à l'index. On est effectivement, ben, qu'en est-il au Québec? Bon, on parlait de ça peut être mis à l'index dans un diocèse, mais pas nécessairement dans celui-là. Si, mettons, je sais pas, j'allais à la librairie d'Octave Crémazie ou la librairie Garneau à Québec, est-ce que j'étais capable de me procurer des ouvrages un petit peu sur le couvert? Est-ce qu'il fallait que je les fasse venir de l'étranger? Par qui est-ce qu'il fallait que je passe si au 19e siècle ou au début du 20e, je voulais me procurer un livre mis à l'index? Ce qui est intéressant de voir, c'est les interventions du clergé, soit dans leurs journaux, soit en chaire, où on va se plaindre des mauvais libraires qui font un commerce d'arrière-boutique, qui vont vendre sous le couvert. Il y a aussi au 19e siècle, pour la classe plus aisée, les voyages qui se font. Papineau le raconte dans sa Ouais. correspondance, où il va aller chercher des livres qui sont sur un marché plus libre d'accès en Europe et surtout en Belgique, où il va également acheter des ouvrages pour son cercle d'amis et tout. Il y a toujours moyen, par les catalogues, d'acheter chez certains libraires qui auront des associations, par exemple, avec la France. Bossange en est un Ouais. exemple, Fabre, et ainsi de suite. Ou
On va considérer la personne comme étant un peu sans conséquence. Il y a quand même, des ventes illicites qui se font sous le couvert et ça, le clergé s'en plaint, mais c'est la Mmh. réalité. À l'époque moderne, ce sera, après la Deuxième Guerre mondiale surtout, les fameux clubs de livres où on va s'abonner directement à des clubs de livres en France et on va recevoir Balzac, Stendhal, Zola et autres qui sont à l'index ici, qui sont interdits de lecture ici, mais qu'on peut acquérir via ces livres-là qu'on reçoit par la poste, ni vu ni connu. Il y a aussi le commerce, tout le colportage, toute la littérature de colportage qui est très, très important également, autant ici qu'en Europe. Et donc, on voit que dans les années 1940-1950, ces livres-là circulent de plus en plus, que bon, l'index a peut-être de moins en moins de pouvoir. Est-ce que c'est ce qui va mener l'Église à abolir l'index dans les années 1960? Ben, et lorsque Jean 23 arrive, s'il est élu pape, je pense en 1958, tout de suite, il veut amener, des changements importants au cadre de l'Église catholique. Il veut moderniser, montrer une ouverture au monde moderne, et ce sera le Concile Vatican II Oui. qui va réformer de façon importante toute la liturgie, toute l'approche. La messe sera dite en langue vernaculaire et non plus en latin. Et c'est à ce moment-là également que la Sacrée Congrégation de l'Index sera abrogée pour devenir un autre organisme qui n'aura plus cette force de loi sur l'imposition de l'index et sur ses interdits. Alors, c'est en 1966 que ça arrive. Mais l'index a quand même eu préséance pendant presque 400 ans, de façon continue, de façon variable, de façon sévère. Et les livres qu'on ne met plus à l'index, il y a quand même encore l'Église qui va pointer certains ouvrages parce qu'elle continue d'avoir son rôle de gardienne de la moralité. Mhm. Alors, ça demeure intéressant de voir que l'approche est maintenant différente à ce point de vue. Ouais, puis même effectivement, après l'abolition de l'index, je lisais récemment, bon, sur un blog, en réaction à votre livre, quelqu'un qui commentait puis qui disait, bon, dans les années 70-80, ben, elle s'était commandé un roman de Zola, puis ben, son grand-père, qui donc lui avait connu l'index, lui disait, ben voyons, Zola, c'est un mauvais livre, on lit pas ça, etc. Et donc, même si l'index n'avait plus cours depuis, ben, déjà, c'est ça, une décennie, voire deux, il y avait encore cette espèce Oui, de mouvement autoprescriptif oui, où ben, on s'empêchait de lire certaines choses et donc ça a laissé des traces chez les Québécois qui ont connu ça. absolument. Et c'est ce que je trouve. Lorsque nous avons publié Mhm. cet ouvrage, j'avais demandé à Henri Dorion, qui m'avait raconté quelques incidents qu'il avait connus du temps qu'il étudiait au Séminaire de Québec, de faire la préface et de raconter, parce que lui a vécu ce cadre formel au séminaire et lui a connu l'aura de mystère qui entourait les livres qui étaient classés dans l'enfer. Mais un livre qui est mis à l'index, l'auteur, tout dépend dans qui il est, va subir un ostracisme ou pas du tout. À preuve, la la première monographie qui sera mise officiellement à l'index de Rome et le clergé canadien qui a été écrit par Laurent-Olivier David et qui est un proche du premier ministre Laurier. Laurier. Ce livre-là, donc, va être formellement mis à l'index, avec tout l'ostracisme qui aurait pu entourer, mais au final, Laurent-Olivier David ne sera pas vraiment touché. Inquiété, moi. Il ne sera pas inquiété ni au niveau de son travail, ni au niveau des suites de la chose. Et l'ouvrage qu'il publiait également en dépliant dans le journal, c'est davantage le journal qui va subir le contre-coup de la chose. Encore le Que même c'était le procédé. lecteur? C'était Les Ah Lecteurs, qui ah! était le journal de l'organe Du du Parti Parti libéral. libéral. Et donc, on va le dénoncer en chair, on va interdire de mettre de la publicité, on va interdire les abonnements, on va interdire aux gens d'acquérir. Le lecteur, c'est la mort du journal Mhm. qui est annoncée. Alors, une réunion durant la nuit va faire en sorte Mhm. que on efface tout et on recommence sous un nouveau nom. Et ça a été la naissance du soleil.
Ouais. Alors, c'est amusant, c'est intéressant de constater que Le Soleil, le quotidien de Québec, est finalement né dans une polémique de la mise à l'index de la première monographie euh, canadienne. Et par curiosité, qu'est-ce qu'on lui reprochait à cet ouvrage-là? Ben, en fait, il y a deux parties. La première partie, Laurent-Olivier David parle un peu de l'histoire là, du clergé à Nouvelle-France et tout ça. C'est dans la seconde partie où il va accuser en nommant et en citant des événements très, très précis, là, où on est capable d'identifier les membres du clergé, leur action, leur intervention dans des dossiers politiques, dans des questions politiques, notamment Ouais. qui touchaient les actions du premier ministre Laurier et que Laurent-Olivier David ne tolérait pas. Alors, suite à ça, Laurier va envoyer une délégation à Rome en même temps que le dossier est Mhm. soumis. Il y aura de la part de la congrégation de l'Index, de la part de Rome, un examen de ce qui se passe et au final, le clergé sera disputé, on le Ah dira, ouais. de son intervention et on lui demandera de cesser les interventions qu'il fera dans certains dossiers politiques. Alors, c'est comme un match nul et la mise à l'index, finalement, c'est un peu de la poudre aux yeux en ce qui concerne cet ouvrage-là, qui n'aura pas vraiment de conséquences. Pour cette deuxième moitié, nous vous convions à entrer plus spécifiquement dans l'enfer du séminaire de Québec. On a abordé toute la question de la censure, de l'index, de son évolution au Québec, mais maintenant, justement, on va s'intéresser à un cas en particulier auquel Pierrette Lafont s'est intéressée, sur lequel il s'est penché en détail, l'enfer du séminaire, sur lequel, justement, elle s'est penchée dans le cadre de son livre. Qu'est-ce que c'est l'enfer du séminaire? Il me semble que c'est un nom qui est assez... C'est un terme qui est intéressant, qui est symbolique aussi. L'enfer désignait autrefois l'espace des bibliothèques où on rangeait à huis clos les livres jugés dangereux et qui sont donc symboliquement condamnés à y brûler. Et le terme, il n'est pas anodin parce qu'on considère que la lecture de ces ouvrages est également un danger pour l'âme du lecteur. Et lire certains de ces titres pouvait entraîner une excommunication. Donc, le lieu désignait bien et l'aspect sulfureux et l'aspect le risque. dangereux, le risque qui est encouru à lire ces ouvrages. Et on remarque une dichotomie dans la constitution des bibliothèques à une certaine époque, parce que plusieurs bibliothèques de collèges ou autres avaient une section plus ou moins importante de l'enfer. C'est que d'un côté, on retrouve les livres qui sont nécessaires à l'acquisition de connaissances, à la Mhm. formation, d'avoir des préceptes catholiques. Et d'un autre côté, il y a ces livres dangereux que l'on rassemble ensemble dans un coin, mais qu'on conserve. Pourquoi est-ce qu'on les garde? Pourquoi est-ce que... C'est ça, tu sais, il me semble que je fais une bibliothèque, j'ai un espace à gérer, je vais avoir le plus d'espace possible pour les livres que je souhaite que les gens consultent. Pourquoi est-ce que je garde un espace pour des livres que je souhaite que personne lise? Il est absolument essentiel pour l'Église de savoir ce qui se passe, Ouais. ce qu'on dit. Et l'Église catholique ici est dans une position particulière. Là. C'est un petit territoire entouré de la religion protestante, entouré donc d'autres factions religieuses. Elle doit donc savoir ce qui se fait, ce qui s'écrit. C'est aussi la nature même de cet enfer qui est dans un séminaire ecclésiastique où on va former les prêtres. Alors, c'est important aussi de savoir les livres qui sont écrits contre la religion, contre la doctrine, pour être capable de faire par la D'y suite une répondre. rhétorique pour pouvoir y répondre. Et aussi également les livres qui sont contre la morale, pour être capable également de les identifier et d'expliquer la raison pour laquelle ces livres-là sont considérés comme dangereux. Alors, Know Your Enemy, c'est vraiment le précepte, je crois, qui entoure ces ouvrages. Mais il faut dire que c'était pas inquiétant parce qu'ils étaient à huis clos et ils Hum. n'entraient pas là qui veut. Et alors, il y avait donc
une dispense qui était accordée à la personne qui était en charge de cet ouvrage pour pouvoir en prendre connaissance avec le contenu. Et l'Enfer du séminaire de Québec, quelle est son ampleur? On parle, bon, de quelques centaines de livres, quelques milliers de livres, C'est quelques davantage? ouais, c'est quelques milliers de livres. Moi, la 1re visite que j'ai faite dans cette réserve, parce qu'ils sont maintenant, c'est un patrimoine livresque, sont maintenant considérés comme une collection livresque. C'est l'ampleur de ces ouvrages sur les rayonnages qui m'a vraiment étonnée. Je ne croyais pas qu'il existait encore d'importants corpus. Ce que j'ai fait, au niveau de l'étude, de ce corpus, c'est que j'en ai fait l'inventaire et non pas, un échantillonnage, mais une fois rendue dedans, j'ai été absolument, passionnée par ce qu'on pouvait y trouver. Donc j'ai donc fait un inventaire des monographies. Mais il reste encore toute une section de brochures, de dépliants, de pamphlets qui n'ont pas encore été étudiés et qui seraient un très, très, très beau sujet d'exploration pour continuer le travail que j'ai pu faire sur les monographies et qu'on puisse s'intéresser par la suite à ces brochures et ces affiches. L'appel est Et lancé. c'est plus d'un millier de documents qu'on retrouve là. C'est quand même C'est énorme. énorme. Ouais. Puis, ben, qu'est-ce que ça contient plus spécifiquement? On a parlé de brochures, on a parlé de monographie, mais plus spécifiquement, bon, des exemples de titres, Ben, on va faire de quelle un époque? 1er Ouais, un portrait portrait. Un global. 1er portrait global, c'est bon, 600 et quelques titres là, qui sont publiés du 16e au 20e siècle. Il faut se rappeler que le contenu de cette bibliothèque-là a été scindé lors de la migration des facultés universitaires dans le nouveau campus de Sainte-Foy dans les années 60. Et cette scission-là a fait en sorte que les ouvrages qui ont été publiés avant 1900 sont restés au Séminaire de Québec. À l'époque où l'index avait encore force de loi, ce qui fait donc que l'enfer est resté presque tel que tel, et les autres ouvrages ont été expédiés à la bibliothèque du Bon Enfant. Donc, des titres qui vont du 16e au début du 20e siècle, beaucoup d'ouvrages en français, étonnamment, en anglais, beaucoup d'ouvrages européens qu'on va y retrouver également d'Allemagne, d'Italie, et autres. Le plus ancien, c'est un recueil de textes de l'Église luthérienne qui date de 1551 et les plus récents, c'est une édition de 1925 des Contes de Jean de La Fontaine. C'est grosso modo ce qu'on peut trouver au niveau des langues, au niveau de la répartition géographique, et de la répartition finalement là, chronologique. Et Et quel est l'intérêt de ce corpus? Bon, là, la question peut peut-être paraître évidente pour quelqu'un qui s'est autant penché sur le sujet, mais pour bon, les gens qui nous écoutent, qui connaissent peut-être pas autant justement les enfers au Québec, est-ce que bon, il y a d'autres bibliothèques au Québec qui ont conservé un enfer de cette ampleur-là, ou au final, on a vraiment un corpus qui est inédit, qui a une ampleur sans précédent dans ce qu'on a pu conserver au Canada français, et bon, c'est ce qui explique son ouais. intérêt. L'intérêt du corpus est d'abord fondamental. C'est un miroir. Cette collection est un miroir. D'ailleurs, toutes les bibliothèques sont des miroirs, mais celui-ci, il est exceptionnel à cause de la quantité de volumes qu'on va y retrouver, mais c'est parce qu'il jette aussi un regard séculaire Hmm. sur le livre qui est considéré comme un objet de polémique, sur les stratégies sensoriales qu'on va y avoir, sur les auteurs qu'on va mettre à l'index, autant de façon officielle que de manière locale, sur les pratiques donc collectives, individuelles, sur les rapports d'autorité, sur les rapports de force avec la diffusion des écrits, sur les représentations aussi du savoir, sur les idéologies, sur l'évolution des mentalités. Ce Ouais. corpus nous donne une perspective qui nous permet de dire et d'évaluer les contenus. Pour certains ouvrages qu'on retrouve dans l'index et qui ont eu une lutte féroce, et on le sent, on se dit aujourd'hui en les relisant, mais il n'y avait pas de quoi foutre un chat, ou à nos yeux de modernes actuellement, le contenu de ces ouvrages-là ne valait peut-être pas la peine, mais il faut toujours replacer l'ouvrage dans le contexte. C'est ça qui devient intéressant. C'est cette multiple perspective que permettent ces grands corpus de livres. Et c'est un fragment, finalement, de notre mémoire collective qui est enfermé là.
Et pour revenir peut-être aussi à l'idée de est-ce que c'est quelque chose d'unique ou au final, est-ce que des amphères, bon, on en avait un par exemple chez les Sulpiciens ou chez d'autres, dans les autres collèges classiques un peu partout au Québec, est-ce que bon, des amphères aussi d'une certaine importance, on en a d'autres ailleurs dans le monde catholique, en France, en Belgique? En fait, dans le monde catholique, énormément d'institutions avaient une section de livres qui est à l'enfer. À cause de Vatican II, les ouvrages ont été souvent reclassés sur le rayonnage, mais il existe encore certains corpus. Comme par exemple à Montréal, le collège Brébeuf a 300 livres dans une Quand même. collection sur leur corpus de livres qui ont été mis à l'enfer. Il y a encore en France là, certaines sections, la bibliothèque de l'Arsenal, par exemple, avait une réserve spéciale. La bibliothèque de Lisieux, beaucoup d'autres bibliothèques municipales en France avaient aussi un petit corpus à Lisieux, c'était 50 livres qui a été conservé. C'est quand même pas beaucoup. La British Library avait un private case de livres qui avaient été mis à l'index pour toutes sortes de raisons. Et on les retrouve maintenant dans la collection du British Museum. L'enfer le plus célèbre est sans contredit celui de la Bibliothèque nationale de France, qui est un enfer où on va conserver de la littérature plutôt osée, à caractère libidineux. En 2007, la Bibliothèque nationale a fait une exposition sur cette collection-là et a produit un catalogue qui est ici, qui était vendu sous scellé, compte tenu de la nature des illustrations qu'on va y Mhm. retrouver, et l'exposition était interdite aux moins de 18 ans. Mais c'est quand même un corpus de quelques milliers de documents qu'on va retrouver dans l'enfer de la Bibliothèque nationale de France. Et pour parler de l'enfer du séminaire de Québec, ben, il faut d'abord parler de la bibliothèque de cette institution-là. À quand est-ce qu'elle remonte? Qu'est-ce qui va l'amener à devenir l'une des bibliothèques les plus importantes dans le milieu savant au Canada au 18e, puis surtout au 19e et au début du 20e siècle? La bibliothèque relève du Séminaire de Québec, fondé en 1663 par François de Laval. Au départ, François de Laval va mettre à contribution ses propres ouvrages. Et on retrouve encore dans la bibliothèque des livres qui ont l'exlibris de François de Laval. Cette mise en commun-là va prendre de l'ampleur au fil du temps et selon les archives, c'est en 1678 qu'un prêtre va être nommé responsable de la bibliothèque. Il y aura des acquisitions qui seront faites pendant toute la durée du régime français et le séminaire de Québec est associé au séminaire des missions étrangères de Paris qui va régulièrement envoyer des livres. Les prêtres qui sont de passage et qui retournent en France vont souvent faire des legs à la bibliothèque et ça vient enrichir finalement le fonds. C'est le volet éducationnel que va assurer le séminaire de Québec qui va expliquer finalement l'ampleur que prend cette bibliothèque-là. D'abord, il prend la relève du Collège des Jésuites pour l'enseignement des humanités aux jeunes garçons de la colonie. Il va d'ailleurs recevoir, vers les années 1800, un lot important de livres qui provient de la bibliothèque du Collège de Québec, qui a quand même été fondée en 1635. Et on retrouve quelques ouvrages dans l'enfer du Séminaire de Québec qui étaient également dans l'enfer de la bibliothèque du Collège de Québec. Mais c'est également la fondation de l'Université Laval en Hmm. 1852, où on va mettre à la disposition des universitaires la bibliothèque du séminaire qui, à l'époque, est déjà très imposante. Et c'est pour constituer une bibliothèque qui va répondre aux besoins de l'enseignement universitaire que là, on va faire des achats importants, massifs. C'est l'abbé Laperrière qui est à l'époque un historien et qui est en charge de la bibliothèque, qui va vraiment aller chercher des titres, qui va, par exemple, acquérir les fameux Birds of America de John Ouais. Stein ou Dubon, qui vont servir ces ouvrages magnifiques à l'enseignement des sciences naturelles. Alors, c'est cette constitution-là de bibliothèque et cette diversité, cette continuation au niveau de l'enseignement des humanités, collège classique et l'enseignement également des universitaires et toujours, bien sûr, la formation du clergé séculier
qui fait en sorte que la bibliothèque du séminaire de Québec a cette importance-là. Et c'est d'ailleurs le séminaire qui va également ouvrir une succursale de l'Université Laval à Montréal. Mhm. euh, Qui va devenir et qui l'Université va de donc Montréal. devenir l'Université de Montréal par la suite. Alors, on retrouve, lorsqu'on se promène dans les rayonnages là, de la bibliothèque, on sent ses intérêts envers la science, envers le savoir, envers les humanités, à travers les ouvrages qui vont se constituer. C'est une bibliothèque qui est absolument fabuleuse, avec une collection d'incunables européens, avec une collection d'incunables canadiens qui est vraiment impressionnante, avec des atlas absolument uniques, avec une collection aussi des premières revues Journal de savants et autres qu'on va Mhm. retrouver. Il y a également un fonds musical qui est imposant et aussi une collection de journaux franco-américains dont certains titres sont uniques. C'est une bibliothèque d'une richesse absolument fabuleuse. Elle est d'ailleurs classée, si je ne m'abuse. Ce sont les archives Ah, OK. qui sont classées, mais je crois qu'il faudrait faire effectivement des démarches pour faire classer la Bibliothèque du Séminaire de Québec, Ouais, parce qu'elle a une ampleur, qui est une absolument unique. envergure. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est au niveau du fonctionnement. Habituellement, lorsque l'on gère une bibliothèque, des acquisitions, on va conserver que la dernière édition, alors que là, la pratique était de tout conserver. Ce qui donne donc un panorama absolument unique au travers différentes éditions de points de vue scientifiques, par exemple. Puis est-ce qu'on peut avoir, par exemple, un livre qui est mis à l'index et qui est dans l'enfer, mais on a plusieurs éditions du même livre dans l'enfer? Il y a certains ouvrages qui sont, oui, qu'on a. C'est rare, mais il y en a quelques-uns. Le contrat social, je crois, de Rousseau, je crois qu'il est en 2 exemplaires. Ouais. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure sur la question bon, des ouvrages mis à l'index par Rome versus les Oui. ouvrages mis à l'index par Québec, par Montréal, par les évêques. En quoi est-ce que bon, l'enfer du séminaire peut-il différer de celui, par exemple, bon, de la Bibliothèque nationale de France ou de ce qui est prescrit et proscrit Oui. par Rome? Quelles sont ces couleurs locales, si je peux m'exprimer ainsi? Bien, en fait, ce qu'on retrouve au niveau des mises à l'index, c'est justement ces 3 niveaux, appelons-les comme ça, des livres qui ont été formellement mis à l'index par Rome, Mhm. des livres qui ont été défendus par les évêques de Québec au fil du temps, et aussi il y a de la censure locale. Alors, c'est 3 niveaux de censure qui vont finalement encadrer la diffusion du livre. Et vous me posez la question sur ce qu'on retrouve au niveau des sujets, par exemple, dans cet ouvrage-là. On peut mettre des grandes catégories. Nous sommes dans un enfer ecclésiastique. Il est certain que les ouvrages hérétiques ou hétérodoxes sont présents. C'est-à-dire que Mhm. toutes les publications qui proviennent d'autres religions protestantes, anglicanes ou autres sont présents. Il y a un exemplaire en français du Coran, c'est la première édition Ah ouais. française que l'on va retrouver dans l'enfer. On va évidemment retrouver tous les ouvrages qui sont écrits contre la religion, des écrits de controverse. Il y en a plusieurs. Ou anticatholiques. On va retrouver, par exemple, les ouvrages de l'abbé Chiniki, qui était Mhm. une vedette au niveau de la prédication et qui va devenir protestant et qui va donc écrire certains ouvrages qui vont faire beaucoup de vagues. On va trouver évidemment les ouvrages contre la morale. Alors là, on retrouve ici les philosophes, Voltaire, Rousseau, Diderot, où on va retrouver donc là les traités humanistes, les principes de conduite, les progrès de l'esprit humain, Condorcet, par exemple, est là. Les ouvrages licencieux, il y en a peu. Contrairement à la Bibliothèque nationale de Ouais. France, il n'y en a que 2. Les contes de La Fontaine dont je parlais, où il y a une nature assez grivoise là, de ces récits, et un ouvrage qui date de l'époque des Salonières, qui a été écrit par Crébillon pardon, Crébillon fils, Tanzaï et Néerdanais, et qui est un petit conte là, très Mhm. léger et très folâtre. Euh, que 2 ouvrages seulement, donc, dans cette affaire. Probablement que je sais pas, j'émets l'hypothèse que d'autres titres, peut-être plus sulfureux, ont simplement été éliminés. Ouais. On va trouver ensuite des choses un peu étranges, des manuels d'exorcisme, par Ah exemple, ouais. des ouvrages traitant de la franc-maçonnerie, des discours sur les sorciers, des récits de voyage. On va retrouver
quelques ouvrages de sciences, quelques ouvrages de médecine également, au travers de ça, mais en nombre beaucoup, beaucoup moindre. Fait en bloc, finalement, ces ouvrages-là représentent la contre-culture, représentent les Mmh. marginaux, représentent les idées confrontantes qui ont été émises et soumises à l'époque au fil du temps. Alors, c'est intéressant de voir au niveau de l'histoire des mentalités, au niveau de l'histoire aussi de certains sujets philosophiques, toute cette modulation qu'on retrouve dans l'index. Jean-Jacques Rousseau y est, je l'ai dit tantôt, et avec le contrat social, on a 2 copies, et il parle, par exemple, du principe de souveraineté des peuples, qui est inacceptable à l'époque où cet Ouais, ouvrage-là sera publié et qui est maintenant un ouvrage que l'on conseille de lire. ouais, Alors, les temps changent quand même au fort niveau heureusement. de ce qui est prescrit et de ce qui est interdit de lecture. Et bon, est-ce qu'on retrouve aussi des romanciers dans l'enfer du séminaire? Bon, je pense notamment à Balzac, Zola, Alexandre Dumas, qui, si je ne m'abuse, ont tous été mis à l'index. Ou est-ce que, bon, au final, la bibliothèque, en fait, l'enfer du séminaire de Québec, c'est davantage vers des ouvrages scientifiques, des ouvrages de morale, des ouvrages un petit peu jugés contre la religion qu'on y trouve? Ou est-ce qu'on a également, bon, ce que je dirais plus de la littérature, du roman? Dans l'enfer actuel, tel que je l'ai inventorié, ces titres-là ne sont pas là. Mais ils y ont été. Ils y sont présents parce que les archives du Séminaire de Québec contiennent encore les demandes d'étudiants de niveau universitaire qui vont, au cours de leurs études, avoir besoin de livres, certains des titres qui sont mis à l'index. Ils vont donc devoir faire une demande formelle qui sera évaluée et on va soit accepter ou soit refuser leur demande sous toutes sortes de Motif. conditions finalement et parce qu'on peut, par exemple, leur dire nous ne croyons pas que vous soyez prêts à aborder ces contenus, faites votre demande plus tard. Ou encore, oui, vous pouvez avoir accès à ces ouvrages-là, mais pour une durée précise de temps. Alors, ces ouvrages-là étaient bel et bien présents, mais ils ne sont pas actuellement dans les rayonnages de la bibliothèque tels qu'on peut voir. Ce serait intéressant de voir au niveau de la bibliothèque du Bon Enfant si certains de ces titres ont encore une petite cote index. Parce que les livres qui étaient mis à l'index avaient automatiquement une cote qui était inscrite dans leur page liminaire. Ouais, c'est peut-être des livres au final qu'on a jugé à un certain moment qu'ils n'étaient plus si licencieux que ça et qu'on pouvait les remettre en libre circulation. Et donc, ben, avis aux gens qui fréquentent la bibliothèque de l'Université Ils Laval, peuvent, peut-être que oui, vous ils peuvent pourriez tomber, tomber. effectivement, tomber sur des ouvrages qui portent Mm. une cote quelconque de mise à l'index. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui m'a fasciné quand j'ai lu votre livre. C'est que, bon, ben, la première chose à laquelle on pense quand on pense au livre mis à l'index, à l'enfer du séminaire, ben, c'est on voit effectivement des livres rangés derrière une grille à laquelle personne n'a accès. Mais lorsqu'on lit votre livre, on se rend compte que hey, ces livres-là, ils sont annotés. Ces livres-là, il y a des petites notes, ils ont l'air d'être lus et d'être commentés. Et donc, ben, ça montre, comme vous le mentionnez, qu'effectivement, ben, il y a tout un rapport à ces livres-là et qu'ils sont lus. Qui sont ceux qui ont le droit de le lire, outre, bon, les étudiants dont vous avez parlé, possiblement les prêtres qui veulent se préparer, bon, à parler de ces livres-là en bien, en mal, ben, ou plutôt, en fait, contrôler le discours. Et bon, c'est comment est-ce qu'on fait pour y avoir accès? Qui y a accès? Est-ce que les femmes y ont accès aussi? Les livres qui étaient à l'index, il fallait vraiment des permissions très spéciales pour pouvoir y accéder, d'une part. Ils étaient rangés pour les raisons dont on a parlé, au niveau dangereux, au niveau des contenus qui pouvaient être pernicieux pour les catholiques, et donc n'avaient pas accès qui voulaient à ces ouvrages. Même la personne qui était responsable devait avoir Ah ouais? une permission spéciale pour entrer en contact avec ces contenus-là. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ces livres qui sont donc rangés à huis clos, l'hypothèse de départ que j'avais, c'est on les a mis là et Personne ne les a lus. personne ne les a lus. Bon, ils sont rangés pour l'éternité mais au contraire, je me suis rendu compte, et c'était une hypothèse que j'avais, c'est est-ce que les livres, dans leur matérialité, compte tenu d'épisodes de Mhm. censure qui sont quelquefois assez violentes et drastiques, est-ce que les livres portent les traces de la censure? Et effectivement, ils en portent
et plusieurs et de nombreuses traces, à commencer par cette cote en fer ou index Mhm. que le censeur va opposer automatiquement sur tous les livres lorsque il prend la peine de le regarder et qu'il décide que le livre devra être donc rangé, au niveau des livres interdits. C'est la première marque que le censeur va poser. Il va poser aussi le tampon du séminaire de Québec. Et très souvent, s'il y a un ex-libris, s'il y a un propriétaire précédent, on s'aperçoit que le tampon est mis sur le nom très souvent et il y a trop de cas pour se dire que c'est un geste qui est anodin. Ouais, une volonté de remplacer, Et puis c'est l'orthodoxie qui reprend ses droits. On va mettre ce sceau-là qui fait que le livre devient neutralisé. La régulation sociale s'opère et par ouais. ces marques de réappropriation de l'institution qui les met à l'index, il y a une symbolique très forte qui est faite de cet aspect-là. Oui, les livres portent souvent, il y en a plusieurs, le nom des anciens propriétaires. Et c'est ça qui est intéressant parce que toutes les marques qu'on va retrouver dans le livre vont permettre de faire toute la trajectoire de la vie du livre et de Mm. découvrir sa vie avant l'index. On pourrait y revenir un peu plus tard. Qui Ouais, sont ouais, ces ouais. propriétaires? Il y a aussi énormément d'annotations et aussi d'actes de comment De dirais-je, de rature. rature. Oui, on va intervenir au niveau de l'intégrité comme telle du livre. Il y aura souvent, par exemple, des annotations qui vont juger de la moralité du livre. C'est comme si le censeur voulait discuter, voulait rétorquer, voulait remettre les écrits selon la norme. Alors, on va pouvoir rencontrer, par exemple, des commentaires qui dit que ce livre, la lecture de ce livre a été condamnée par le Saint-Siège et que la Mhm. lecture entraîne ipso facto l'excommunication. Les livres qui sont publiés anonymement, souvent, on va retrouver le nom de l'auteur dedans. On va retrouver donc une espèce de dialogue qui se fait à défaut de pouvoir convaincre l'auteur, on va se permettre de mettre des notes sensorielles dans l'ouvrage. Et il va y avoir donc des marques aussi, des excisions, des ratures que l'on va retrouver de façon très fréquente dans ce corpus. Et ben, tout à l'heure, vous m'avez tendu une belle perche. Qui sont ces gens qui ont eu des livres qui se sont ramassés dans l'enfer du séminaire? C'est ça. Est-ce que bon, le séminaire acquérait ces livres-là? Est-ce que c'était des livres qui étaient donnés? C'est des notables? C'est des prêtres? Qui Il y a un sont-ils? cas, en fait, de façon générale, on va retrouver les membres du clergé, OK. soit des membres du clergé séculier, soit les évêques. On va retrouver aussi des livres qui sont en provenance des hospitalières. On va retrouver aussi un corpus qui appartient à des civils, à des propriétaires, souvent des bourgeois, parce que la signature de l'ex libris va souvent s'accompagner de leur titre, notaire, avocat, juge et autres. Et on va retrouver aussi quelques femmes qui ont des livres de prière et qui vont être mis à l'index. C'est bien sûr des livres de prière anglicanes. Alors, on retrouve un panorama donc assez grand des anciens propriétaires. Quelquefois, on va raturer ou on va exciser le nom des propriétaires et d'autres fois non. Et je n'ai pas été en mesure de voir la logique envers qu'il y a. Pourquoi parfois on va le raturer au point qu'on est incapable de le lire et pourquoi d'autres fois on va laisser très visiblement l'ouvrage Mmh. avec le nom du propriétaire. Les livres sont à huis clos. Ils n'ont pas accès à de grand public. Donc, il y a quand même une préservation qui est faite à ce niveau-là. Mmh. Et si on se transporte vers la fin, effectivement, bon, de l'index, qu'est-ce qui explique que ces livres-là, justement, sont restés ensemble, puis que, bon, ben, contrairement à d'autres corpus, d'autres bibliothèques, où, bon, ben, ça a été dissous dans les années 1960, là, ben, on a conservé cet enfer-là intact. C'est lors de la division de la bibliothèque qui s'est fait lorsque la force de l'index était toujours présente. C'est vers les années 60 que l'on va déménager peu à peu les facultés sur le nouveau campus de Sainte-Foy et la bibliothèque, donc, va être départagée. Le séminaire va en garder une partie
Et dans cette partie telle que telle, comme la force de l'index est toujours présente, l'enfer va rester à peu près tel qu'il est. Mmh. C'est ça qui est intéressant de voir que ce corpus-là est resté presque tel quel, là, même si dans la bibliothèque du Séminaire de Québec, c'est un amalgame de corpus de livres qui venaient d'autres facultés, là, lorsqu'il y a eu le séminaire qui a repris ces choses. Et il y a aussi eu, bon, l'histoire de cette collection-là qui a été à un moment donné remisée dans les greniers, qui a été envoyée à un moment Ouais. donné à Saint-Augustin. Tout ça. Bon, il y a eu des déménagements, là, des mouvances pour cette collection-là, mais que ce corpus-là soit resté tel que tel. Ils sont identifiés, hein? Alors, ils sont donc regroupés déjà de façon naturelle, au même titre que les livres de sciences ou de philosophie le sont dans les rayonnages. Et c'est ce qui explique que ce corpus-là soit là encore. Et pour conclure, peut-être, mis à part votre livre Promenade en enfer, les livres à l'index de la Bibliothèque historique du Séminaire de Québec, quelles seraient les autres sources que vous pourriez nous consulter pour, en fait, que vous pourriez nous suggérer pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus? Est-ce que, bon, on peut avoir accès à ces livres-là en ligne? Est-ce qu'on peut avoir une idée plus spécifique, bon, de la censure, par exemple, à la BNF via, bon, des sites Les Internet? sites internet ont quand même, surtout celui de la BNF, là, toute une section qui est extrêmement intéressante. Mais au niveau de la littérature, si on s'intéresse à l'histoire du livre, il y a bien sûr les tomes monumentaux de l'histoire du livre et de l'imprimer au Canada Ouais, qu'il faut acquérir. Il y a également les livres de Roger Chartier, ouais. historien du livre français, Robert Denton, qui a écrit un livre extraordinaire sur la grande aventure de l'encyclopédie, et d'autres ouvrages, dont Le diable dans le bénitier, qui fait l'étude de Libelle, les livres de Pierre Hébert ici au Québec, l'ouvrage de Gilles Galichon sur livre et politique, sur l'histoire de la Bibliothèque nationale, l'ouvrage aussi que j'ai mentionné tantôt, qui devrait être C'est l'heure de la réédité, mis censure. à jour, qui est extrêmement informatif de ce côté-là. Et plus récemment, Argument, un numéro de 2018-2019 qui porte justement sur la censure et sur l'autocensure, qui est passionnant à lire. Un grand merci, Pierrette Lafont. Merci à vous. Ça a été un plaisir.